Bonjour, les données que je vais vous présenter sont une synthèse et une mise à jour du rapport qui a été réalisé en 2020 sur l'exposition professionnelle aux ultraviolets solaires et risques de cancer cutané et de pathologies oculaires. Ce rapport avait été réalisé à la demande de l'association Sécurité solaire, centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne présenterai ici que les données portant sur les cancers cutanés non mélanocytaires ou carcinomes, à la demande du groupe de travail PRST4 Grand Est, prévention du risque de cancer de la peau, exposition aux ultraviolets solaires. L'ensemble des rayonnements émis par le Soleil est composé des rayons infrarouges, du visible et des ultraviolets. Contrairement au rayonnement infrarouge qui procure de la chaleur et au visible qui procure de la lumière, le rayonnement UV n'est pas perçu par le corps humain. Il est totalement invisible et il ne procure aucune sensation de chaleur, ce qui fait de lui un risque invisible. En effet, bien qu'à faible dose, l'exposition solaire présente des effets bénéfiques pour la santé, notamment grâce à la production de vitamine D, une exposition excessive peut présenter des risques majeurs, voire irréversibles pour la santé. La peau et les yeux sont les principaux organes cibles des effets d'une exposition aiguë et prolongée aux UV solaires. Aujourd'hui, les risques de cancer de la peau liés aux surexpositions solaires de loisirs sont bien établis, ce qui n'est pas encore le cas des expositions solaires professionnelles. Pourtant, en 2009, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, a classé cancérogènes avérés pour l'homme, groupe 1, les UVA et UVB, responsables de l'effet cancérogène du soleil, sur la base de preuves suffisantes en épidémiologie humaine et de données provenant d'études expérimentales sur les animaux. Les UVA et UVB sont de longueurs d'onde différentes, tout comme l'est leur action sur la peau. Ils peuvent provoquer des dommages irréversibles et, dans les cas les plus graves, mortels. Comme le montre la figure, les UVB ne pénètrent que peu l'épiderme où ils se trouvent absorbés par les cellules de la peau. Ils provoquent au niveau de la cellule des altérations de son ADN qui, à terme, peuvent mener à la formation d'une cellule cancéreuse. Les UVA pénètrent plus profondément dans le derme. Ils sont principalement responsables des taches pigmentaires, du vieillissement de la peau et des rides. Ils participent à la libération des radicaux libres, principal facteur de stress oxydant, dans les cellules des couches plus profondes, avec pour effet analogue de modifier la structure de l'ADN des cellules et de provoquer sur le long terme la formation d'un cancer. L'exposition excessive au rayonnement UV est associée au développement de la majorité des cancers de la peau. Parmi eux, les plus graves et potentiellement mortels, les mélanomes qui représentent 10% des cancers de la peau. Ce sont des tumeurs malignes du système pigmentaire qui se développent à partir des mélanocytes, cellules qui fabriquent la mélanine responsable de la pigmentation de la peau humaine. Les carcinomes ou cancers de la peau non mélanomes, également appelés cancers non mélanocytaires, se développent dans les cellules de l'épiderme. Ils sont moins agressifs que les mélanomes, mais beaucoup plus fréquents. Ils représentent 90% de la peau et des cancers de la peau et se propagent rarement. Parmi eux se trouvent les carcinomes basocellulaires, qui sont les plus fréquents. Ils représentent 70% des cancers cutanés et sont les moins graves. Ils se développent au niveau de la couche basale de l'épiderme, d'où leur nom. Ces cancers ne métastasent pas et leur ablation complète assure la guérison du patient. Leur traitement doit néanmoins être précoce car ces tumeurs peuvent s'étendre en surface, ce qui peut rendre l'exérèse difficile et entraîner des séquelles esthétiques ou fonctionnelles. Les carcinomes épidermoïdes, eux, sont plus rares. Ils représentent 20% de tous les cancers cutanés, mais ils sont les plus agressifs. Ils se développent au niveau des couches supérieures de l'épiderme et ont la capacité d'envahir les ganglions lymphatiques et de métastaser, d'où la nécessité de les détecter le plus tôt possible. On estime que 65% à 90% de tous les cancers cutanés sont attribuables à l'exposition au rayonnement UV solaire dans le monde. Pour les carcinomes, 90% proviendraient d'une exposition chronique aux UV. Ces risques peuvent être majorés par la coexposition à certains produits chimiques sensibilisant la peau, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques,
tels que le goudron et le bitume, l'arsenic dans les pesticides en agriculture, ou encore par la prise de médicaments photosensibilisants. Ces cancers apparaissent généralement chez les personnes âgées de plus de 60 ans, sur les parties exposées au soleil. Selon le World Cancer Research Fund, les carcinomes représentent la 5e forme de cancer la plus répandue en 2020. Ils sont également les cancers les plus diagnostiqués chez les Caucasiens dans le monde entier. Aujourd'hui, en Europe, ces cancers sont reconnus comme maladies professionnelles liées à l'exposition solaire en Suisse et en Allemagne. Même si le nombre exact de carcinomes est généralement sous-estimé en raison de l'absence de leur enregistrement dans les registres du cancer, l'OMS estime que 2 à 3 millions de nouveaux cas sont enregistrés chaque année dans le monde. En 2020, en Allemagne, on a estimé à 90 000 nouveaux cas. En France, les données épidémiologiques concernant ces cancers sont parcellaires. En effet, l'estimation du nombre de cas diagnostiqués est difficile à obtenir car peu sont recensés par les registres des cancers, tous ne font pas l'objet d'actes de chirurgie ni d'analyse d'anapath. Néanmoins, les données d'activité hospitalière permettent d'estimer à plus de 70 000 le nombre de nouveaux cas annuels en France en 2011. Selon les données du registre des cancers du DOUP, qui recueille de manière systématique le nombre de cas de carcinome cutané depuis 1983, on observe une forte augmentation des cas de carcinome. Cette forte augmentation a été observée également au niveau mondial. Le nombre de nouveaux cas de cancer de la peau a plus que triplé entre 1990 et 2023. Cette augmentation serait due à un vieillissement de la population et à un changement des habitudes d'exposition solaire de la population. Pour évaluer l'exposition individuelle au rayonnement UV et comparer la dose reçue entre les différentes études, on utilise des quantités ayant une signification clinique que sont la dose érythémale standard ou SED et la dose érythémateuse minimale, la MED. La SED est une mesure du rayonnement UV équivalent à une exposition érythémale de 100 joules par mètre carré de surface. C'est une mesure standardisée qui tient également compte de la sensibilité individuelle aux dommages qui a été proposée par l'Organisation internationale de normalisation et la Commission internationale d'éclairage. La MED est définie comme la plus petite quantité de rayonnement UV capable de produire un érythème à peine perceptible sur une surface définie d'un individu non exposé auparavant. Il permet de déterminer la photosensibilité et le risque d'érythème chez une personne. Il s'agit d'une mesure subjective qui dépend de plusieurs facteurs. Ces mesures sont généralement appliquées pour évaluer une exposition aiguë de quelques heures ou de quelques jours. À ce jour, il n'existe aucune valeur limite d'exposition normative ou prescrite par la loi pour les rayons UV solaires. L'Union européenne a publié des directives comportant des valeurs limites d'exposition pour les sources artificielles de rayonnement basées sur les recommandations de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants. La valeur limite d'exposition serait donc de 1 à 1,3 SED de rayonnement solaire par jour pour une journée de travail de 8 heures. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'exposition de la peau au rayonnement UV, comme la latitude, l'angle d'inclinaison des rayons selon l'heure de la journée, les conditions météo, la couche d'ozone, l'altitude et la réverbération des surfaces. En effet, le Soleil émet des rayons UV dont l'intensité dépend essentiellement de la hauteur du Soleil dans le ciel. Lorsque le Soleil est haut dans le ciel, la trajectoire des rayons UV dans l'atmosphère est courte et les rayons UV sont donc peu filtrés. Mais, même lorsque le ciel est couvert, la peau est exposée aux rayons UV du Soleil. D'autres paramètres influent également l'intensité des rayons UV comme l'altitude. En effet, en montagne, la quantité d'UV reçue augmente de 5% tous les 1000 mètres d'altitude. Également, la réverbération sur les surfaces claires et brillantes influe sur l'exposition de la peau. Ainsi, l'eau réfléchit de 5 à 10% les rayons UV, le sable 30% et la neige 80%. L'occurrence des maladies associées aux UV dépend donc de la longueur d'onde, de l'intensité des rayons et de la durée d'exposition. Tout le monde est concerné par cette exposition, mais nous ne sommes pas égaux face aux effets du soleil. Ainsi, les facteurs individuels peuvent également influencer l'exposition de la peau au rayonnement UV solaire. Ils incluent les activités en extérieur pour le travail ou pour les activités de loisirs,
Les comportements individuels tels que le port de vêtements de protection, de chapeaux, l'utilisation de protection solaire et la recherche d'ombre. De même, le phototype influence indirectement l'exposition au rayonnement UV solaire, mais il est déterminant pour la prédisposition à ces effets délétères possibles. La classification de phototype la plus utilisée est celle de Fitzpatrick, comme vous pouvez le voir sur la figure à droite, qui caractérise le type de peau en termes de sensibilité au soleil. Il va du type de peau 1, peau claire, cheveux roux, ne bronze pas, au type de peau 6, profondément pigmenté, du brun foncé au brun le plus foncé, ne brûle jamais. Cette classification est directement liée à la définition de la dose que je vous ai exposée tout à l'heure, la MED, dose érythémale minimale. Par exemple, en Amérique du Nord et en Europe, la population a principalement des types de peau 2 et 3, avec une MED de l'ordre de 2 à 3 CED. Les risques du rayonnement UV solaire en milieu professionnel constituent un réel enjeu de santé publique et est un risque professionnel souvent sous-estimé. En effet, les travailleurs exerçant à l'extérieur sont particulièrement à risque du fait de leur exposition cumulée importante aux UV, et ceci concerne environ 10% de la population active. Au sein de l'Union européenne, on estime environ 14,5 millions de travailleurs qui passent au moins 75% de leur temps de travail à l'extérieur et qui sont donc soumis au rayonnement solaire, dont 90% sont des hommes, du fait des secteurs concernés. Le rayonnement UV représente un agent cancérogène dans 36 secteurs d'emploi de l'Union européenne, où il se classe au premier rang des autres agents cancérogènes dans 11 secteurs. Des études sur les maladies professionnelles, y compris les données de CAREX, Carcinogen Exposure, rapportent que le rayonnement solaire est l'un des premiers agents cancérogènes professionnels impliquant au moins 10 millions de travailleurs exposés en Europe. En France, on estime que 1,5 million de travailleurs sont concernés par cette exposition, qui concerne particulièrement les secteurs de l'agriculture et du BTP, mais pas que. Or, ce risque est peu considéré dans le développement des carcinomes. Les secteurs et métiers concernés par les risques liés au rayonnement UV solaire sont les travailleurs en plein air tels que les professionnels du BTP, de l'agriculture, mais également ceux du transport, les routiers, et aussi les personnels des stations balnéaires ou des sports en extérieur, des métiers du spectacle, et également les personnes travaillant dans les métiers de la montagne, en altitude ou sur des surfaces très réfléchissantes comme la neige, le sable ou l'eau. Parmi ces métiers, plusieurs facteurs peuvent faire varier la dose d'UV reçue par les professionnels en extérieur et sont à prendre en considération dans la mesure de l'exposition, comme la durée, les horaires et organisation de l'activité, les saisons, les postures de travail, statique, debout, penché, et les vêtements et équipements de protection disponibles. Au cours des dernières décennies, les mesures réalisées pour l'exposition au rayonnement UV solaire étaient plutôt réalisées par des mesures autodéclarées ou subjectives, comme les questionnaires basés sur les expositions professionnelles et de loisirs qui sont soumises au biais de mémoire. Ces données fournissaient des estimations imprécises de l'exposition réelle des travailleurs en extérieur. Or, depuis plus d'une dizaine d'années, il existe des mesures objectives de l'exposition au rayonnement UV solaire faites avec des dosimètres qui sont placés en général sur les endroits les plus exposés des travailleurs, comme vous pouvez le voir sur la figure de droite, où le dosimètre est porté en haut du bras gauche. Ces dosimètres permettent de mesurer de façon fiable la dose réelle d'UV reçue. Ces mesures, combinées entre autres à des données de latitude, altitude, durée d'exposition, saisonnalité, etc., permettent ainsi de mesurer de façon précise la dose cumulative d'UV reçue par les travailleurs en extérieur. L'étude Genesis allemande de Whitlich et collaborateurs, sur laquelle je reviendrai plus tard, ont développé et utilisé un dosimètre, Genesis UV, et un algorithme spécifique qui prend en compte, en plus de la dose, la durée de l'exposition, l'intensité, la région géographique, la saisonnalité, la réflexion et la zone de la surface de peau exposée pour chaque période professionnelle. Cela permet d'estimer avec précision l'exposition réelle cumulative aux UV chez les travailleurs en extérieur. Les études internationales qui ont porté sur les expositions professionnelles aux UV solaires ont rapporté que la valeur limite professionnelle d'exposition, pour rappel de 1 à 1,3 CED par jour travaillé, était régulièrement et largement dépassée.
Les mesures de ces études provenaient globalement de mesures directes sur le lieu de travail et de mesures dosimétriques individuelles. Par exemple, pour les agriculteurs, une exposition élevée aux UV a été rapportée, comme en Toscane où au mois d'avril, la mesure de SED sur la nuque s'élevait à 14,5 SED en moyenne. En ce qui concerne les travailleurs de la construction, une dose quotidienne allait de 11,9 à 28,6 SED selon l'altitude dans une étude suisse. Il est à noter que les mesures estimées dans ces études rapportaient essentiellement des mesures d'exposition aiguë. La mesure de l'exposition cumulative carrière entière est nécessaire pour comparer le risque de survenue des carcinomes chez les travailleurs en extérieur par rapport à la population peu ou pas exposée comme les travailleurs en intérieur. Plusieurs études ont utilisé le dosimètre, mais que dans des secteurs d'activité et métiers ciblés, sur peu de personnes ou sur des durées plutôt courtes. L'étude Genesis est donc l'étude pionnière dans ce domaine, tant sur la taille de la population étudiée, 1000 participants, que sur l'étendue des métiers et activités couvertes. Elle a examiné cette exposition dans 250 métiers, 600 activités différentes en s'intéressant particulièrement aux tâches par métier pendant 7 mois sur la période d'avril à octobre au cours des années 2014 à 2020. À droite, on peut voir les données portant sur les agriculteurs par exemple. La figure D représente une variabilité de l'exposition au sein même de la profession des agriculteurs selon l'activité, allant de 200 SED par an pour l'agriculture durable à plus de 400 SED, soit 2 fois plus pour l'agriculture d'alpage. Sur ce graphique, on observe que le niveau d'exposition professionnelle aux rayons UV solaires variait considérablement d'une profession à une autre, allant de 50 à 657 par an. En haut, on voit que les professionnels les plus exposés en cumul annuel sont les maraîchers, les cueilleurs de fruits. On trouve également parmi eux les couvreurs, les viticulteurs, mais qui sont un peu moins exposés. Et tout en bas, on trouve les employés de restaurant, les barman, et par exemple les professionnels de la petite enfance. Comme je l'ai dit auparavant, on peut observer une variation d'exposition au sein du même métier selon leur activité. Si on regarde les professionnels de la petite enfance, ceux travaillant avec les moins de 3 ans ont plus tendance à rester à l'intérieur et donc à être moins exposés que ceux qui s'occupent des plus de 3 ans et qui passent plus de temps à l'extérieur. Ces derniers présentent ici une exposition 2 fois plus élevée que ceux du même métier mais qui travaillent avec les moins de 3 ans avec une variation de 130 SED à 60 SED pour la même profession avec des activités différentes. D'où la nécessité d'étudier à la fois les métiers, mais également l'activité. Cette dernière pourront faire varier l'exposition. Dans la littérature, on trouve aujourd'hui des méta-analyses robustes, dont celles de l'OMS et de l'ILO, qui ont rapporté un risque augmenté de carcinome, de cancer cutané basocellulaire et de cancer cutané épidermoïde chez les travailleurs en extérieur par rapport aux travailleurs en intérieur ou peu exposés. Par exemple, pour les cancers cutanés basocellulaires, l'OMS a rapporté une augmentation de 50% du risque de développer ce type de cancer chez les travailleurs exposés par rapport aux non exposés. Pour les cancers cutanés épidermoïdes, ils ont rapporté une augmentation de 142% du risque de développer un cancer cutané épidermoïde chez les travailleurs exposés par rapport aux non exposés. Le rapport de l'OMS et de l'ILO conclut que la force de la preuve de la nocivité de l'exposition professionnelle au rayonnement UV solaire pour la survenue des carcinomes était suffisante. Des études cas témoins réalisées en population allemande ont évalué l'exposition professionnelle, l'exposition non professionnelle de loisirs et pendant les vacances et l'influence du sous-type histologique, de la localisation de la tumeur et du phototype sur le risque de développer un carcinome. Ces études ont globalement rapporté un risque en moyenne 2 fois plus élevé de développer un carcinome, que ce soit un cancer cutané basocellulaire ou un cancer cutané épidermoïde, chez les travailleurs en extérieur par rapport aux travailleurs en intérieur, et quel que soit le sous-type histologique, la localisation et le phototype pour le cancer cutané basocellulaire. Enfin, une forte exposition non professionnelle cumulative au rayonnement UV, c'est-à-dire de loisirs pendant les vacances, n'était pas associée à un risque augmenté de carcinome
que ce soit les cancers cutanés basocellulaires ou épidermoïdes, par rapport à une faible exposition non professionnelle. Concernant l'évaluation de la relation dose-réponse, les différentes études épidémiologiques ayant étudié ce sujet ont rapporté une relation dose-réponse pour l'exposition professionnelle au rayonnement UV pour les deux types de carcinomes, les cancers cutanés basocellulaires et les cancers cutanés épidermoïdes. Mais aucune association dose-réponse n'a été observée pour l'exposition non professionnelle sur la survenue de ces pathologies. Ces études ont rapporté qu'une dose cumulative carrière entière de 6126 SED à 7945 SED multiplié par 2 le risque de développer un cancer cutané basocellulaire. Et pour les cancers cutanés épidermoïdes, une dose cumulative de 6348 SED augmentait par 2 également le risque de développer ce type de cancer. Par exemple, pour un couvreur, comme on l'a montré tout à l'heure dans l'étude Genesis, avec une dose cumulative annuelle de 500 SED, son risque de survenue de cancer cutané basocellulaire sera multiplié par 2 à partir de 12 ans d'exercice, si on se base sur 6126 SED, et à partir de 16 ans d'exercice pour la survenue de cancer cutané épidermoïde pour 6348 SED. Pour la fréquence des carcinomes dans les populations cibles, je vous donnerai l'exemple d'une étude récente espagnole qui a porté sur des agriculteurs. Cette étude avait pour objectif notamment d'étudier la prévalence du cancer de la peau chez les agriculteurs. Concernant la méthode, il s'agit d'une étude observationnelle où un examen de la peau et une colorimétrie cutanée sous la supervision d'un dermatologue a été effectué. La population était composée de 215 travailleurs agricoles, dont 84,4% étaient des hommes, d'âge moyen 66 ans, et ils ont travaillé en moyenne 45 ans. Dans cette population, on a observé une forte fréquence de cancer cutané basocellulaire de 9,8%, soit plus de 20 travailleurs agricoles sur 215, et de 1,4% pour les cancers cutanés épidermoïdes. Enfin, concernant les recommandations, le Haut Conseil de la Santé publique, dans son avis du 29 mai 2020, recommande que les autorités compétentes reconsidèrent la reconnaissance de l'exposition professionnelle aux UV comme cause de cancer de la peau, pouvant conduire à leur indemnisation comme maladie professionnelle. En conclusion, malgré la fréquence des effets nocifs pour la santé liés au rayonnement UV solaire chez les travailleurs en extérieur, ces maladies sont sous-déclarées aux autorités juridiques nationales et aux services d'indemnisation des travailleurs en Europe. Le rayonnement UV a été classé depuis 2009 comme cancérogène avéré groupe 1 par le CIRC. Les doses cumulées d'exposition professionnelle au rayonnement UV solaire sont aujourd'hui quantifiées. Les différentes études rapportent une exposition plutôt alarmante des travailleurs en extérieur, avec des doses d'exposition professionnelle aux UV nettement plus élevées que le reste de la population et dépassant largement les valeurs limites recommandées. Aujourd'hui, le niveau de preuve de risque des carcinomes cutanés chez les travailleurs exposés au rayonnement UV solaire est suffisant selon l'OMS et l'ILO. Il a été démontré que le risque accru de cancer cutané basocellulaire et de cancer cutané épidermoïde dû à l'exposition au rayonnement UV solaire est imputable à l'exposition professionnelle aux UV. Enfin, l'HCASP a demandé il y a 3 ans la reconsidération de la reconnaissance des carcinomes cutanés comme maladie professionnelle pour l'exposition professionnelle aux UV. Vous trouverez ici les références utilisées pour cette synthèse bibliographique. Je vous remercie de votre attention.